Et si derrière l'agenda écologique mondial, il y avait bien plus que ce qu'on imagine? Et si tout ça était en fait piloté par un réseau très puissant et très organisé? C'est ce qu'on va explorer ensemble. On va plonger dans plusieurs sources pour essayer de dessiner la carte de ce monde d'influence qui, peut-être, façonne notre avenir. Alors la grande question, c'est celle-ci. Qui mène la danse vraiment sur la scène écologique mondiale? Ça a l'air simple en apparence, mais la réponse, elle, est loin de l'être. On pense aux États, aux citoyens, mais est-ce que les véritables pilotes ne seraient pas ailleurs? C'est ça la piste qu'on va suivre. Voilà le programme pour y voir plus clair. D'abord, on va suivre l'argent. Qui sont les grands mécènes? Ensuite, on va regarder comment leur réseau s'organise. Après, on s'intéressera aux idées, aux logiciels de ce mouvement. Puis, on verra comment ça devient concret, comment ça se transforme en politique. Et on terminera en prenant un peu de recul sur tout ça. Allez, on attaque. Et on commence par le nerf de la guerre, évidemment, l'argent. Pour vraiment comprendre comment un réseau peut avoir de l'influence, la première question à se poser, c'est toujours d'où vient le financement? Et ce que les sources nous disent, c'est que ce n'est pas l'argent de milliers de petits donateurs qui fait tourner la machine. Pas du tout. L'essentiel du financement viendrait en fait d'un club très restreint de fondations philanthropiques, et on prend là de fondations immensément riches et puissantes. Sont-elles le véritable moteur de tout le système? Et justement, qui sont-elles? Eh bien, les documents citent souvent les mêmes noms, c'est assez frappant. On a bien sûr la fondation Rockefeller, l'Open Society de George Soros ou encore la fondation Bill et Melinda Gates. Ce sont des poids lourds. Et il faut bien comprendre que leur rôle, d'après cette analyse, va bien au-delà du simple chèque. Ce sont de vrais pivots stratégiques et financiers. Ok, donc on a l'argent. Mais l'argent seul ne suffit pas. La vraie question, c'est comment est-ce qu'il est utilisé? Comment cette puissance financière s'organise pour avoir un impact? Parce que, bien sûr, ces fondations ne travaillent pas chacune dans leur coin. Non, elles seront au centre d'une immense toile qui s'étend sur toute la planète. Dans cette toile, on trouve d'abord ce que les sources appellent les opérateurs. En clair, ce sont les bras armés du réseau. Pensez aux grandes ONG internationales que tout le monde connaît, type WWF. Leur boulot, c'est de prendre les millions des fondations et de les transformer en actions. Des campagnes choc, du lobbying, des projets sur le terrain. Après les opérateurs, il y a la cible, les institutions. Là, on parle des très grosses organisations, l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. C'est là que tout converge. L'objectif final, selon cette vision des choses, c'est d'influencer ces institutions pour que les idées du réseau deviennent des politiques mondiales, des règles qui s'appliquent à tous. Et puis, tout en haut, il y aurait les architectes, des figures clés comme Maurice Strong ou Stephen Rockefeller. Eux, on ne les voit pas dans les manifestations. Leur rôle serait bien plus stratégique. Ce sont les cerveaux. Ceux qui, depuis des décennies, dessineraient la feuille de route, la grande vision pour l'ensemble du mouvement. Et voilà, la boucle est bouclée. On a un système qui tourne à la perfection. Les fondations donnent l'argent, les ONG, les opérateurs s'en servent pour mobiliser l'opinion, les architectes donnent le cap, et à la fin, les institutions, sous pression, adoptent les nouvelles normes. C'est un véritable écosystème, une mécanique d'influence qui semble redoutablement efficace. Ok, on a la structure, l'argent, les acteurs, la cible. Mais qu'est-ce qui fait avancer tout ça? Quelle est l'idéologie derrière? C'est quoi le logiciel qui fait tourner cette immense machine? Le premier mot-clé, c'est un terme qu'on entend partout. Développement durable. Ça avère d'une évidence aujourd'hui, mais les sources nous rappellent que ça a une histoire. Et cette histoire nous ramène à l'un des fameux architectes, Maurice Strong, qui, dès les années 70, aurait poussé ce concept pour lier deux mondes qui semblaient opposés, l'écologie et l'économie. Deuxième pilier idéologique, la charte de la Terre. Il faut voir ça comme une sorte de grande déclaration de principes, des valeurs éthiques universelles pour un avenir durable. Et qui est-ce qu'on retrouve à la présidence de la commission qui l'a rédigée? Encore un architecte, Stephen Rockefeller. L'idée, c'est de créer un socle de valeurs commun, un consensus mondial. Et cette citation de Stephen Rockefeller est super intéressante pour comprendre la logique. Il ne parle pas seulement de nature. Il parle de budget R&D, de demande des consommateurs, de marché pour les produits verts. On voit bien que la révolution durable telle qu'elle est pensée ici est indissociable d'une vision économique très précise. Et ça nous amène logiquement au troisième concept, l'impact investing. L'idée est assez séduisante sur le papier. Faire des investissements qui ont un retour financier et un impact positif pour la planète. Gagner de l'argent faisant le bien, en quelque sorte. Un concept qui a été énormément poussé par des ONG comme le WWF et qui, d'après les documents, a tellement bien marché qu'il est aujourd'hui au cœur des politiques européennes. Bon, tout ça c'est la théorie, mais en pratique, comment ça marche? Comment on passe de l'idée au financement, puis à la politique concrète? Prenons un exemple pour voir comment les pièces du puzzle s'assemblent. Regardez ce document. C'est la feuille de route pour le plan Power Africa. C'est un cas d'école. On part d'une grande idée, développer l'énergie en Afrique, et on la transforme en un plan d'action hyper détaillé, avec des chiffres, des objectifs de production en mégawatts, le tout validé et soutenu par une institution comme la Banque mondiale. C'est exactement ça, le passage de la vision à la réalité.
Un autre exemple, c'est la promotion de la charte de la Terre. Une idée seule ne pèse rien. Ce qui lui donne du poids, ce sont les soutiens. Et là, on voit la stratégie à l'œuvre. On fait signer tout le monde. Des associations de villes, plus de 1000 ONG, un parlement régional, des organisations internationales, des groupes de peuples autochtones. Le but, c'est de créer une coalition tellement vaste que ça donne l'impression d'un consensus planétaire. Et politiquement, c'est très puissant. Maintenant, pour bien comprendre tout ça, les sources nous disent qu'il faut dézoomer. Parce que ce réseau et ses méthodes ne concernent pas que l'écologie. En fait, ils s'inscriraient dans des jeux de pouvoir mondiaux bien plus larges. Cet exemple est juste incroyable. C'est une note interne du journal The Guardian. Ils décident de changer leur vocabulaire. On ne dit plus changement climatique, mais crise ou urgence climatique. On ne dit plus climato-sceptique, mais négationniste du climat. C'est la preuve que les mots sont une bataille. Changer le langage, c'est changer la perception des gens. C'est cadrer tout le débat. Et cette bataille des mots, ça porte un nom. C'est la guerre de l'information. C'est un des conflits majeurs de notre temps. Aujourd'hui, la conquête des territoires passe aussi, et peut-être surtout, par la conquête des esprits. Et cette guerre de l'information, elle ne sort pas de nulle part. Elle a lieu dans un monde marqué par de nouvelles rivalités géopolitiques, un choc des empires au XXIe siècle. Chaque grande puissance pousse son modèle, sa vision du monde. Et dans ce grand jeu, l'écologie devient un terrain d'affrontement stratégique comme un autre. Et au cœur de tout ça, il y a une question centrale, l'énergie. Le passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables, ce n'est pas juste une histoire technique ou environnementale, c'est une révolution géopolitique. Ça redessine la carte du monde, ça change qui est puissant et qui ne l'est pas. Alors au final, que retenir de tout ça? Ce que cette cartographie suggère, c'est qu'à côté des États, il existe des réseaux transnationaux incroyablement puissants, qui opèrent à travers l'argent, les idées et l'influence. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse, et peut-être la question la plus importante de notre époque. Dans ce nouveau monde de réseaux, qui détient vraiment le pouvoir?